Oui, alors, revenons un peu. Bon, j'ai parlé des terrains, j'ai parlé de ces forgerons, du fait qu'ils étaient aussi des gens qui faisaient des préparations médicinales dans le contexte MOFA, évidemment. Et cet aspect-là, bon, j'étais allé pour le fait du travail du fer, du métal, de l'artisanat, etc., mais en même temps, et de la transmission des connaissances, mais en même temps, cet aspect-là, de la, pas de la santé, mais du travail sur les plantes et des plantes comme moyen de s'assurer une meilleure santé, ça m'a amené, les forgerons, dans le fond, m'ont amené vers des questions concernant le domaine médical. Et ça m'a fait déboucher, ça aussi, sur toute une trajectoire euh, qui a été, euh, que j'ai développée à la fois en Afrique, mais là, moins au Cameroun que de façon internationale avec des spécialistes de la santé, et en particulier à une époque, les années 80, où se déclare le sida. Et donc, mon intérêt pour les plantes, pour la maladie, pour les gens, les forgerons, encore une fois, traitaient la maladie chez les Moffats. Donc, tous ces aspects-là m'ont intéressé pour m'aligner un peu du côté santé. Et un problème de santé publique majeur de l'époque, des débuts des années 80, ça a été le sida. Je n'ai pas travaillé sur le sida immédiatement, mais à un moment, parce que, bon, dans la carrière que j'ai faite, je suis intervenu à différents moments avec des équipes dans le domaine de la coopération ou de l'intervention internationale. Le sida en était un, bien sûr. Donc, j'ai potassé un peu le sida. J'ai travaillé un peu là-dessus, mais c'était plutôt en appui à des médecins, entre autres de la faculté de médecine ici, qui s'intéressaient à ces questions-là. Je n'ai pas vraiment accroché sida en Afrique, mais je considère que c'était très important, mais ce n'était pas dans mon champ là, d'activité majeure. Les questions de santé, malgré tout, me collaient à la peau à différents moments, parce qu'ici au Québec, entre autres, j'ai commencé à travailler un peu avec Francine Saillant, qui, elle, s'intéressait à la médecine ancestrale, enfin traditionnelle, dite traditionnelle du Québec. À cette époque-là, je me suis intéressé un peu à ces questions-là aussi, qui touchaient un peu également les plantes, mais moins. Mais là aussi un peu en diagonale, je dirais, en biais. Mais il reste que le domaine de la santé était une préoccupation, puis qui me permettait, dans le fond, de faire le passage de l'Afrique vers d'autres lieux. D'autres lieux, ça a été entre autres le Québec, comme je disais, donc à travers les pratiques traditionnelles au Québec, les médecines alternatives. Au Québec, à l'époque, c'était très dans le vent. C'était très in, les pratiques alternatives. Donc, on a étudié, avec Francine, on a étudié un peu ces questions-là. Il y avait tout un brassage autour de ça. Bon, j'ai navigué un peu là-dedans. Mais en même temps, j'ai commencé, parce qu'encore une fois, le faire et la façon dont les choses se font, je l'avais expérimenté avec les forgerons Moffat, mais le pendant des forgerons Moffat à Québec, pour moi, ben, c'était les médecins. Puis les médecins, à quel endroit? Ben là où ils travaillent avec une certaine intensité, qui s'appelle le bloc opératoire. Donc, les forgerons Moffat, les gens qui s'intéressent au traitement des morts, les gens qui s'intéressent aux plantes médicinales, les gens qui sont aussi des gens qui forgent, je me suis dit, l'autre lieu où il peut y avoir des gens qui sont en action, qui ne sont pas uniquement des gens qui essaient de diagnostiquer, mais qui agissent, c'est dans le bloc opératoire. Alors, je me suis dit, projet de recherche, on développe un projet de recherche, j'ai mis un étudiant avec moi là-dessus, puis on fait des séjours, ce que j'ai fait à Québec, dans les blocs opératoires, dans certains hôpitaux, qui m'avaient accordé
l'autorisation, parce que là, il fallait montrer patte blanche, c'est le cas de le dire, on est en système médical, patte blanche, donc pour avoir accès à ces... Mais ça aussi, ça a été des moments formidables, parce que être dans un bloc opératoire, au début, je pensais, bon, j'y suis, puis ça va être une série d'activités, de gestes que je vais pouvoir observer, ce que j'ai fait, observer les gestes, qui sont les personnages, les personnes qui sont là. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce que j'avais trouvé chez mes forgerons, qui était toute une série de rituels attachés à leur pratique d'enterrement, à leur pratique médicinale, ben j'ai retrouvé ça en bloc opératoire. Parce qu'en bloc opératoire, il y avait aussi des interventions dans le domaine médical, mais il y avait tout un rituel que j'ai essayé de décoder. J'ai fait des textes là-dessus. Qui était, en fait, d'abord, il y a des personnages. Comme mes capacités d'observation que j'avais développées dans tous ces autres contextes rituels africains, dans les danses, dans tout ce qu'on voudra, dans la forge, dans le traitement des corps, ben, je retrouvais des éléments de ça, en un sens, dans le contexte d'hôpitaux à Québec. Puisque là, j'avais un médecin qui est un chirurgien, j'avais un médecin qui est un anesthésiste, j'avais une infirmière chef qui est dans la bloc opératoire aussi. Il y avait à un certain moment toutes sortes d'initiés qui venaient voir comment ça se passe, mais dans ce contexte-là, j'ai découvert un rituel absolument phénoménal, qui était souvent, c'est peut-être différent maintenant, je ne sais pas, mais qui était j'appellerais ça des conflits larvés entre le chirurgien et l'anesthésiste. Ces deux personnages sont deux personnes qui sont aussi instruites l'une que l'autre, sont aussi compétentes l'une que l'autre, mais dans des secteurs différents. Et là, ce que je voyais, c'était le chirurgien qui, dans le bloc opératoire, évidemment, celui qui intervient le plus, c'était la star. C'était la star, et je l'ai vu d'autant plus que dans les blocs, il y a d'énormes lampes pour aider à bien voir ce qu'il faut voir. Et le chirurgien est généralement en dessous de la lampe. Il est sous les feux de la lampe, sous la lumière. L'anesthésiste est souvent derrière un petit rideau, derrière. Et lui, il est en arrière-scène. Et ceci est un peu vexant, en un sens. Je me mets à la place de l'anesthésiste le chirurgien se déploie et demande des choses, et les outils, etc. L'anesthésiste, c'est lui qui pilote, comme ils disent dans leur langage, qui met les gens sur pilote automatique. Alors, avec les gaz, avec qui joue avec ça. Mais lui, il n'est pas là. On ne le voit pas. Alors, pour être vu, puis pour concurrencer la grande star de l'autre côté, il va devenir très souvent le blagueur, le joker. C'est lui qui va animer pour ôter la lumière de l'autre, pour envoyer un peu de lumière sur lui. Hein? Alors, voyez un peu, on est dans un système, et c'est un rituel d'autant plus que, bon, c'est quand même pas rien, chirurgien. Hein? Et très souvent, dans beaucoup de cas, ces gens-là qui ouvrent, entrent, ce que j'ai décodé aussi comme étant entrer dans un corps, c'est entrer, c'est comment je dirais, c'est presque côtoyer un peu la mort. On travaille là, mais il y a quelque chose là-dedans de très... Il y a une tension et on ne sait pas le résultat. Et donc, il y a comme c'est comme si on fréquentait un peu la mort. Et quand on fait les dernières sutures, quand on ressort de ça, c'est comme si on ressortait de la mort quand on finit le travail. Ça a l'air... je le voyais vraiment comme ça. C'est comme si on sortait de la mort. Et là, à ce moment-là, il y a toutes sortes de comportements absolument phénoménaux. Ça peut varier selon les individus, puis selon les circonstances, mais qui vont être... Là, les gens se mettent à blaguer. On est scatologique, on parle de cul, on chante à l'international. J'ai vu de tout. C'est absolument
fantastiques. Il y en a qui peuvent être plus tranquilles, mais il y a vraiment une décharge là, d'adrénaline et de tension qu'il faut évacuer. Ça, c'est vraiment très spécial. Et autre élément de rituel qui était très intéressant, l'infirmière qui donne les outils, qui est très, très... Il faut que ce soit des gens très compétents aussi. Mais c'était très souvent, c'est pas toujours le cas, parce que maintenant, il y a des femmes chirurgiens, mais c'était la femme dans le milieu mâle, de masculin. Hein? Mais en même temps, qu'elle était dans le milieu masculin, bon, et puis évidemment, dans des fonctions, il y a les médecins et les infirmières. Hein? Donc, on est dans le système de santé, puis il y a des hiérarchies là aussi. Alors, cette dame-là, ou ces dames-là, comme il y a souvent des étudiants en médecine qui viennent dans les blocs opératoires pour s'initier, pour voir un peu, alors il y a tout un cérémonial d'asepsie. Hein? On se met un vêtement, puis il faut se nettoyer les mains, savon, etc., passer les gants. Il y a toute une série de techniques là-dedans. Et l'infirmière qui est en bloc opératoire, quand elle voit arriver un genou, médecin qui n'est pas trop assuré, là, comment entrer dans la jaquette, puis comment... là, il y a une petite revanche parfois. Là, le gars essaye, là, puis là, il s'est nettoyé, puis ça demande du temps. Hein. Là, elle ramasse le vêtement, la jaquette, elle l'arrache, et elle dit « contaminé ». C'est-à-dire que, mon cher ami, tu vas retourner à côté du bloc et tu recommences. Alors, vous voyez un peu l'initiation qu'il y a là-dedans, mais c'est formidable. Moi, en tout cas, pour le dire comme les gens le diraient aujourd'hui, je flippais. Parce que j'avais vu les forgerons, puis je voyais les gens là, puis dans le fond, on était dans un monde totalement différent, hyper aseptisé, hyper technique, mais en même temps, il y avait des éléments qui étaient très proches l'un de l'autre, dans le rituel, dans l'humanité, dans l'humain, là. Hein? Et ça, pour moi, c'était je dirais, c'était du bonbon. Comme anthropologue, j'étais là, moi, j'ai vu des trucs, puis dans différents blocs opératoires, toutes sortes de choses. Vraiment, de toutes sortes de situations, puis encore une fois, des situations de tension, souvent. Vous voyez un peu le chirurgien qui apprend, au moment où il commence à opérer, que le type qui est devant lui est un témoin de Jéhovah, qui refuse des transfusions sanguines. Faites quoi? En tous les cas, je vais vous dire qu'il y a des problèmes d'éthique, les problèmes d'éthique versus les problèmes pratiques. Puis c'est le chirurgien qui prend la décision, là. C'est quelque chose. En tout cas, je vous assure là, que je suis heureux, et je le dis souvent en blaguant à mes amis, je suis heureux d'être celui qui a pu entrer dans le bloc opératoire debout sur ses pieds, parce que j'aimerais pas être couché sur la civière, là. Vraiment, je préfère mon rôle à celui-là, ça, indéniablement. Mais c'est encore une fois, c'est un métier, c'est un travail absolument... C'est fascinant en même temps. Puis c'est du faire, encore une fois. C'est des gens qui sont d'action. Il faut voir... Puis là-dessus aussi, il y a des gradations. Il faut voir comment travaillent les orthopédistes. C'est comme des mécaniciens. Ils ont des machines, c'est pas mêlant. On se croirait sur une carrosserie de voiture. Quand ils travaillent, hein, parce que c'est quand même quelque chose. Et puis, ces gens-là aussi ont des... C'est très particulier. Je ne voudrais pas tomber dans une psychanalyse un peu bonbon, là, mais souvent, les orthopédistes, c'est des gens qui ont parfois, je pense, un peu la perception que les autres les considèrent comme un peu des gros bras, deuxième classe, je ne sais pas. Mais je ne voudrais pas généraliser encore une fois, mais j'ai senti ça aussi à certains moments. Puis je le sens encore parfois, parce que le domaine de la santé m'amène, et j'y viendrai peut-être un peu plus tard, vers une pratique citoyenne qui est de m'intéresser aux hôpitaux depuis déjà plusieurs années, d'être dans les comités d'usagers, comme mon père avait été fondateur d'un comité de locataires. Je me suis intégré à des comités d'usagers. Je suis devenu membre du conseil d'administration du CHU de Québec. Et je peux y brasser là, des idées citoyennes à mon goût, dans un monde qui ne m'est pas étranger et
dont les gens savent que je partage un certain nombre de choses. Là. Donc, vous voyez un peu, les blocs opératoires m'ont amené dans ça. Après les blocs opératoires, ou en même temps que les blocs opératoires, l'Afrique, je voyais la fin un peu, puis j'avais envie des fois, on a envie de se donner des coups de pied au derrière pour faire d'autres défis. Et je me suis dit, à partir de mes instructions de jeune anthropologue à l'époque où on nous assénait que la comparaison était fondamentale pour comprendre les sociétés, puis pour le métier d'anthropologue, et certains avaient partagé leur carrière dans plus qu'un lieu géographique. Ben, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je m'intéresse à la santé, je me suis intéressé au sida en Afrique. Il y avait idem sida du côté de l'Asie du Sud-Est. Les pratiques médicales à travers la chirurgie puis les milieux hospitaliers m'avaient donné une idée de comment les gens conçoivent la maladie puis l'intervention chirurgicale. Et puis, d'ailleurs, qui doit avoir changé depuis, parce que maintenant, si je peux juste revenir brièvement sur cette question des blocs opératoires, c'est que maintenant, puis c'était déjà commencé au moment où je travaillais dans les mi-des années 80, c'est que les gens travaillent de plus en plus à partir d'écrans. Alors, ils ne regardent pas le corps, la personne. Ce qu'on regarde, c'est les écrans. C'est qu'on travaille avec des outils et on est guidé et on se guide sur l'écran. Et il y a plusieurs écrans. Donc, si d'aventure il vous arrive de subir une intervention chirurgicale, dites-vous qu'on ne se préoccupe pas beaucoup de vous sur le billard. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose correctement. Puis en plus de ça, c'est une série de parties détachées. C'est pas un ensemble. C'est pas une structure. Ça peut paraître brutal, mais en même temps, c'est la pratique qui fait ça aussi. Encore une fois, j'ai beaucoup d'estime et je vous avoue que ces métiers-là, c'est des métiers particulièrement costauds. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir aussi, mais c'est costaud quand même. Alors, je reviens, donc le sida, puis là, un peu d'essoufflement par rapport au contexte africain, et puis d'autres aspects aussi. L'idée de comparaison, je me dis, bon, j'ai fait un bout en Afrique, pourquoi je n'irais pas vers l'Asie? Puis l'Asie, c'est quoi? C'est grand, c'est vaste. L'Asie du Sud-Est, ça, ouais. Puis là, ce qui me titillait un peu, c'était la Thaïlande. Là c'était évidemment... j'avais peut-être des fantasmes, je ne sais pas de quel ordre, là, parce que c'est des lieux de pêche à la prostitution, ça, là. Bon, mais c'était pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment... Je savais qu'il y avait du sida dans cette région-là. La Thaïlande m'intéressait. Et pourquoi la Thaïlande? Bon, pour toutes sortes de raisons. Et encore là, les intérêts de l'anthropologue comme chercheur, mais comme individu, comptent aussi. Puis je vais vous dire aussi comme organisateur également. Ici, il y a des gens qui travaillent sur l'Asie du Sud-Est à ce moment-là, au moment où moi, ça commence à m'intéresser, à me titiller. Entre autres, un type qui était ici, de la famille dont le pavillon ici porte le nom, de Coninck, Rodolphe, qui est un éminent spécialiste de l'Asie du Sud-Est, qui était ici, en géographie. Et puis, il y avait quelques autres là. Bon, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire là. Puis, la Thaïlande, ben, comme je dis, à cause du sida, il y avait l'influence aussi des États-Unis au moment de la guerre du Vietnam qui était passée par... Ils étaient très, très implantés en Thaïlande. Puis bon, il y avait beaucoup d'éléments plus ou moins clairs dans ma tête. Puis aussi un autre, totalement extérieur et qui a son intérêt pour moi, c'est que moi, depuis que je suis tout jeune, je cuisine. Pour moi, la cuisine, c'est comme la musique. J'ai été chroniqueur de jazz quand j'étais étudiant. Et c'est comme la musique, c'est comme la peinture pour laquelle j'ai aucun talent, mais que j'aime beaucoup. C'était les arts, l'artisanat. C'était les arts et la cuisine, j'ai commencé à en faire, j'avais 20 ans. C'est un lieu pour moi, c'est un lieu de loisir, mais aussi c'est de détente, mais c'est aussi un lieu de création. Je crée. Et jusqu'à maintenant, je crée.
D'ailleurs, je pense que je peux dire que les personnes qui m'ont connu dans mon entourage et les femmes qui m'ont connu ont trouvé là une contrepartie à ce qu'elles sont habituellement identifiées comme étant la cuisinière. C'était plutôt moi le cuisinier, et c'est encore moi le cuisinier, très souvent. Et la cuisine, ça m'intéressait. J'aime bien manger, puis j'aime créer des choses. À chaque fois, ma compagne me dit « Fais donc ce que tu as fait il y a 15 jours. » Je ne sais pas ce que j'ai fait il y a 15 jours. Alors, elle s'est mise à écrire, elle a des livres, elle en a épais comme ça, de livres, de recettes, quand ça lui plaît, qu'elle me renvoie. Bon. Alors, donc, je me suis dit, la Thaïlande, ça c'est intéressant parce que il y avait tout le contexte dont je viens de parler, mais en même temps, sida, etc. Mais en même temps, il y avait, dans ma tête à moi, à l'époque, en tous les cas, un lien Inde-Chine dans la nourriture, dans l'alimentation. Là, je me suis dit, là, je l'ai, j'ai un ancrage, je m'en vais m'occuper du sida, je vais goûter la cuisine thaï, c'est le pactole, puis il y a Rodolphe de Gonesse qui est ici, et là, je dis, bon, ben écoutez, là, il y en a quelques-uns qui s'intéressent à l'Asie du Sud-Est, on va mettre ensemble. Moi, l'idée de mettre ensemble puis de construire quelque chose, là, donc j'ai dit, on construit quelque chose, et j'ai aidé, puis j'ai été l'initiateur à un certain moment, à tout le moins. Je n'ai pas envie de faire la lecture pour tout le monde, là, mais de la création du groupe d'études et de recherche sur l'Asie du Sud-Est, ici à Laval. Donc, j'ai initié quelque chose qui reste encore maintenant à géométrie variable, mais qui reste aussi. Et Rodolphe, évidemment, était très lié à ça parce que c'était quand même le grand spécialiste à l'époque de ça. Et donc, c'est ce qui m'a permis d'aller vers la Thaïlande. Donc, l'idée de rester du côté médical, il y avait le sida, mais au-delà du sida, ce qui m'intéressait, c'était, parce que j'avais bien réalisé que les médecines, toutes scientifiques et cliniques qu'elles soient, ont des pratiques différentielles selon les lieux où on est. Et je voulais vérifier, parce que j'avais bien vu en Afrique comment ça se passait. On était plus ou moins... il y avait plus ou moins de compétences de ce côté-là. Bon, puis quand il y en avait, les gens étaient obligés de s'acclimater puis de vivre ça de façon différente. Je me suis dit, probablement que les médecins en Thaïlande, les médecins patentés, peut-être qu'ils s'ajustent à des cultures comme celle du pays où ils vivent. Je ne sais pas. Alors, je suis allé voir ça. Mais j'avais cette idée-là. Cette idée que même la médecine, quelle qu'elle soit, est pratiquée en fonction d'un contexte social et culturel spécifique. Et je ne me suis pas trompé. Je suis arrivé, les premières fois que j'ai commencé à converser avec des médecins en Thaïlande, ben, ils reconnaissaient que si quelqu'un vient, puis bon, les Thaïs, il y a beaucoup de gens qui sont plus ou moins fortunés, puis bon, on a un traitement d'antibiotiques, mais ben, il peut l'avoir il y a de l'argent pour l'avoir pour 5 jours. Bon, il ne donnera pas pour 12 jours. On va lui donner pour 5 jours. Alors, pour un Québécois ici, ça apparaîtrait comme une monstruosité, un manque d'éthique, tout ce que vous voudrez. Il suffit de regarder les journaux à l'heure actuelle pour voir qu'on a l'éthique abrasive. Voilà. Et j'ai trouvé là des pratiques, puis c'est ça qui m'a intéressé, des pratiques médicales dans ces contextes-là et comment on ajuste des pratiques médicales en fonction d'un certain nombre d'éléments dans un contexte social donné, pourtant très sophistiqué, hein? Parce que n'oubliez pas, en Thaïlande, il y a même des voyages, hein, un peu comme en Inde. Ils ont des cliniques, puis si vous êtes un Allemand, on va vous donner tout un personnel allemand, ne vous inquiétez pas, puis vous êtes italien, idem, puis français, c'est pas un problème. Autrement dit, le commerce international de la santé, ils connaissent, ils ont fait leur marque là-dedans, il n'y a pas de problème, là. Hein? Donc, mais en même temps, il y avait ces aspects-là dont je viens de parler, là.
très différents. Donc, un passage vers, à la fois, là, ce que j'ai mis en place, dans le fond, c'est à la fois la santé, le passage vers d'autres lieux, la structuration de la recherche dans le contexte universitaire ici, et puis là, ben, il viendra ensuite, ultérieurement, mes intérêts pour la structuration de l'organisation qui est une université, un département, où là, je me mettrai à travailler et j'accepterai. Mais encore une fois, c'est pas par... Moi, je ne fais pas là pour... J'ai jamais occupé de fonction simplement pour le plaisir de mon ego. Là, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéresse, c'est faire quelque chose qui va être utile et de regrouper. J'ai cet instinct-là de mettre ensemble. Ça ne veut pas dire que je mets toujours ensemble et que c'est facile, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse que les gens... Parce qu'encore une fois, si on ne se regroupe pas, et là aussi, un vieux principe qu'on m'avait appris dans mes déambulations Marxo, là, c'était que finalement, il suffit d'être 10 pour faire la révolution. Hein? Donc, on n'a pas besoin d'être nombreux, il suffit de s'organiser correctement. De la même manière que les Chinois m'ont aussi appris que eux dont on dit qu'ils ont inventé l'engrenage, que pour faire marcher un énorme pilon pour écraser le mil ou le riz, ben, on a un petit engrenage qui en enclenche un plus gros, et qui fait marcher le machin. Mais quand ceci commence à s'enrayer, puis ça ne fait pas l'affaire, si on veut l'arrêter, quand même, on se prendrait au bout du manche là-bas. C'est trop puissant. Alors, ce qu'on fait, on retourne au petit engrenage, puis là, on attend, on regarde le mouvement aller. Puis quand le mouvement est arrivé au bon moment, on prend un petit bâton, on le fiche dans l'engrenage du bas, et ça bloque la machine. Donc, c'est un peu pareil dans la société. Il suffit d'être au bon endroit, avec le bon morceau, pour enrayer un tas de choses. Les gens oublient ça parfois, ils se dépensent beaucoup en énergie citoyenne. Mais on peut être efficace comme citoyen sans se plaindre.